Coach. Coach agile, coach professionnel, coach en art oratoire. Certaines personnes ont même plusieurs casquettes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a aussi des coachs du temps. Au début, ça m'a étonnée, mais en même temps, le temps. Ce concept est devenu central dans nos vies. Nous sommes même incapables d'imaginer une existence sans lui. Au point même que notre rapport au temps est devenu une source de souffrance. Alors qu'est-ce que notre rapport au temps ? C'est la manière dont nous vivons et gérons notre temps au quotidien, la manière dont nous le ressentons. Et manifestement, nous sommes de plus en plus à en souffrir. J'ai la sensation que plus nous essayons de gagner du temps, plus nous tentons de l'optimiser, et plus l'anxiété et les burn-out explosent. Au final, je ne suis plus vraiment étonnée de voir des coachs du temps. On galère un petit peu avec le sujet, non ? Et je ne fais pas exception. Moi aussi, je ressens cette pression du temps. Ça m'a mis plusieurs fois sur le fil. Et notre rapport au temps, je pense que justement, il est important. Assez pour que j'ai envie de travailler dessus, travailler sur moi, et au point même d'en faire une keynote aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez la dernière chose qui m'a convaincue de vous présenter ce sujet ? C'est justement le slogan d'un coach du temps sur lequel je suis tombée. Pas le temps de faire un burn-out. Honnêtement, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Sauf qu'en vrai, combien de personnes nous ont partagé avoir déjà fait un burn-out ? Il y a même des personnes qui m'ont dit ne pas avoir pris assez de temps après et en avoir fait un second. Et honnêtement, moi aussi, j'ai peur de faire un burn-out. Avant, ça me paraissait loin, et puis maintenant, j'ai vu des amis en faire. J'ai vu les conséquences. Et honnêtement, j'ai pas envie de me lever un matin et d'un coup d'être bloquée et de devoir attendre 1 an. Et dans tout ça, qu'en est-il de notre rythme soutenable dans le manifeste agile ? Alors je vous partage mon hypothèse. Je pense que rapport au temps et rythme soutenable sont liés. Du coup, j'ai plongé dans le sujet. Et en 2024, j'ai fait une étude auprès de 541 personnes, comme vous et moi, pour essayer de comprendre ce phénomène. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que je sais que beaucoup de personnes dans la salle ont participé à cette étude. Donc merci à vous. Et certaines personnes le savent, j'ai un cursus scientifique de base, je viens de l'astrophysique, donc évidemment, je ne me suis pas basée que sur cette étude, je me suis basée aussi sur des études de sociologie et de neurosciences, et donc tout est sourcé. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que mes conférences sont toujours interactives, et celle-ci ne fera pas exception. Donc je vais vous inviter à vous connecter à un outil qui est anonyme. Normalement, vous avez le Wi-Fi, je vous l'ai remis. Je vous l'ai remis si besoin, donc prenez le temps de vous connecter. Et ça va nous permettre d'interagir. Donc s'il y a des moments où je vais chercher mon téléphone, c'est normal. Et surtout, suivez bien les indications. Donc pour l'instant, vous devez juste avoir une page, et quand je vous le dirai, vous pourrez valider et arriver sur la première question. Donc à chaque fois que vous allez voir des slides avec les 2 petites ampoules oranges, ça veut dire qu'il y aura une interaction sur l'application. Mais vous inquiétez pas, je vous le redirai. Vous vous en sortez, ça va ? J'attends. On a le temps. Alors, appuyez pas sur valider tout de suite, ça arrivera, vous inquiétez pas. Justement, on apprend à prendre le temps. J'espère que sur les côtés, ça marche aussi le QR code. Je l'ai mis en très grand, normalement.
Ça marche pas. Il y en a qui marchent. Ici, ça marche. À droite, est-ce que ça marche? Ici, ça va. Je vous le laisse encore un petit peu. En fait, c'était l'icebreaker du matin. On va exploser le timing. C'est bon? Presque. Ok. Alors du coup, déjà rapidement, je vous présente le cadre de l'étude. Donc comme je vous ai dit, 541 personnes qui ont participé. Vous avez ici les tranches d'âge. Et donc en termes de profil, c'est à plus de 90% des profils cadres. Il y a quelques étudiants qui ont répondu et quelques personnes qui ont terminé aussi leur parcours professionnel, qui sont à la retraite. En termes de secteur, c'est essentiellement des métiers de l'agilité et de la tech. Donc on est vraiment entre nous. Et en termes de profil, eh ben, il y a autant des salariés que des personnes en freelance, mais aussi des dirigeants et des dirigeantes. Donc voilà pour vous donner le cadre. Et vu qu'on parle de nos rythmes de travail, eh ben, j'ai commencé par là. J'ai commencé par notre rapport au travail. J'ai demandé dans l'étude, justement, comment les personnes, qu'est-ce qu'elles avaient comme ressenti quand on leur parlait de leur travail. Et alors là, j'ai obtenu, d'une part, stress, épuisement, frustration, pression. Oh, dans le corps, ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, épanouissement, satisfaction, passion, plaisir. Et ça, ce n'est pas deux types de personnes qui ont répondu. Ce sont les mêmes personnes. Les mêmes personnes avaient ces deux types d'émotions. Donc moi, j'ai ces résultats, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais de ça? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de dualité. Il y a peut-être un peu un tiraillement dans nos émotions reliées à notre travail. Il y a deux éléments qui m'ont donné un petit peu des pistes de réponse dans l'étude. D'une part, et là, il n'y a pas que mon étude qui le dit, hein, il y a des études qui sont faites en France, qui montrent qu'en fait, surtout en France, eh ben, notre travail est une grande partie de notre identité. D'ailleurs, quand on se présente, notre travail arrive quand même assez vite. Donc notre travail, c'est important pour nous, ça fait partie de notre identité. Et en même temps, 77,5% des personnes ont déjà ressenti un épuisement professionnel. Je me dis que notre tiraillement, il est peut-être un petit peu là. Et surtout, je me demande si ce n'est pas notre fameux rythme soutenable qui nous manquerait ici. Du coup, allons voir un petit peu ce que c'est quand même. Parce que quand je regarde les résultats, et que je lis que 73% des personnes courent après le temps, que plus de la moitié se sentent dans le rush au moins une fois par semaine, je me demande si on a vraiment un rythme soutenable. Qu'est-ce que nous dit le manifeste agile? Il nous dit que pour avoir un rythme soutenable, normalement, on devrait pouvoir maintenir indéfiniment un rythme constant. Honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, le rythme que vous avez, vous pourriez le tenir constamment? Je ne suis pas sûre que tout le monde répondrait oui. Alors bien sûr, vous allez me dire, parfois il y a des pics d'activité. Je suis d'accord. Mais le rythme soutenable devrait pouvoir les absorber. Du coup, moi quand j'interviens en entreprise, qu'est-ce que je vois? Je vois des agendas qui sont blindés. Il n'y a pas de vide. C'est rempli, de réunion en réunion. Quand on arrive niveau manager, alors là c'est encore mieux. À chaque horaire, vous avez au moins 3 réunions différentes. Finalement, c'est comme à Agile Grenoble, vous choisissez où vous allez à chaque heure. Je ne vois pas comment on arrive à avancer et à créer du lien avec ses managers. Et puis j'entends, j'ai pas le temps, je suis sous l'eau. Alors je me demande, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est un rythme soutenable? Du coup, première interaction avec l'outil, vous allez pouvoir découvrir la première question. Eh bien, je vous demande à vous, pour vous, concrètement, c'est quoi un rythme soutenable? Sans remettre la définition du manifeste agile, s'il vous plaît.
Dites-moi concrètement, ça veut dire quoi pour vous, un rythme soutenable? Alors, il y a quand même des personnes qui ont remis la définition, hein. Je vous vois. Alors, je vois équilibre. OK. Il y a beaucoup d'équilibre. Pouvoir cloisonner. Un rythme qu'on peut tenir, oui, c'est la définition. Pas trop épuisant, oui, en effet. OK. Alors, il y a des horaires aussi qui ont été mis. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui a dit un rythme qui empiète sur ma vie privée. Oui, en effet, il faut qu'on revoie la définition. Qui permet d'avancer. OK. Son propre rythme. Ça, c'est intéressant. OK. En tout cas, je pense qu'on peut s'améliorer sur ce point-là. Et donc, je vous partage ma conviction. Je pense qu'il n'y aura pas de rythme soutenable au travail le temps que nous souffrons de notre rapport au temps. Et du coup, je vais vous montrer comment on peut agir dessus, parce que oui, on a le pouvoir d'agir sur notre rapport au temps. Alors pour ça, je vais vous montrer comment il fonctionne, comment fonctionne notre rapport au temps. Je vais vous montrer les pièges dans lesquels nous pouvons parfois tomber et que l'on a créés collectivement. Et enfin, évidemment, on va agir, on va prendre des actions. Elles seront autant à l'échelle individuelle que celle des organisations. Ça vous va comme programme? Oh, c'est le matin, hein? Allez, c'est parti. Je pense que pour pouvoir agir sur son rapport au temps, la première chose, c'est quand même de comprendre comment il fonctionne. Parce qu'il est un mélange de contextuel et de personnel. En fait, votre temps intérieur, la manière dont il s'écoule, c'est pas le même pour vous que pour votre voisin ou votre voisine. Et du coup, on va faire une petite expérience pour vous montrer ça. Alors d'abord, je vous explique, hein, vous inquiétez pas. D'abord, je vous explique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer un chrono. Je vais faire 3, 2, 1, top. À top, vous allez compter 15 secondes dans votre tête, et moi, je redirai un top à la fin des 15 secondes. Et pour se rendre compte, justement, de nos propres rapports au temps, je vais vous inviter à lever la main, tout le monde, si vous pouvez, à lever la main. Et en fait, quand vous arriverez à 15 secondes, vous la baisserez d'un coup. Est-ce que c'est clair comme consigne? Ça va? On fait le test? Alors, je vous laisse lever la main si c'est OK pour vous. Et je fais 3, 2, 1, top. Alors moi, je ne le fais pas avec vous parce que c'est triché, vous allez attendre que je baisse la main, et voilà. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, la seule bonne réponse, elle est là. OK? Et je pense que vous n'êtes pas un chronomètre. 3, 2, 1, top. Top. Vous avez vu la différence? Et c'est normal. C'est tout à fait normal, parce qu'en fait, notre rapport au temps, il se décompose en 3 grandes parties. Premièrement, il dépend de notre période de vie. C'est ça qui fait qu'il s'écoule différemment à l'intérieur de nous. En fait, notre rapport au temps ne sera pas le même en tant qu'enfant, adulte ou personne âgée. Et plus précisément, suivant ce que l'on est en train de vivre. Ça, il y a des études qui ont été faites. Et par exemple, il y en a une que je trouve intéressante, c'est lorsqu'on est malade, lorsqu'on a de la fièvre. Je pense qu'on a déjà expérimenté ça. On est d'accord qu'on a l'impression que le temps passe plus lentement, un peu qu'il s'étire. Et bien en fait, c'est réel. Notre temps intérieur passe plus lentement. Et donc ça nous impacte. Si par exemple vous avez des enfants en bas âge, et ben votre rapport au temps ne sera pas le même. Et ça s'est énormément vu dans l'étude. Si vous traversez donc une période de maladie, si vous avez certains diagnostics aussi, je pense au TDAH, aux troubles anxieux ou à certaines dépressions, ça aussi, ça touche à notre rapport au temps. Donc c'est normal qu'il soit différent. Ça, il est propre à chacun et chacune. Deuxièmement, notre rapport au temps, il dépend de notre environnement. Suivant les pays et les cultures, le temps est perçu de manière très différente. Et ces différences
elle s'observe aussi à une échelle plus petite, celle de nos lieux de travail. En tant que coach professionnel et experte en engagement salarié, j'accompagne les entreprises dans leur transformation et la mise en place de leviers d'engagement. En accompagnant ces organisations, je constate à quel point notre environnement de travail influence notre rapport au temps. Et je l'expérimente moi-même. Après seulement quelques mois passés dans un environnement qui prône la performance, je sens mon rythme intérieur qui s'accélère. Je vais allonger mes journées et je vois les personnes autour de moi le faire aussi. Et j'ai jamais vraiment la sensation d'aboutir. À l'inverse, dans des environnements qui permettent la prise de recul, je retrouve un rythme plus serein, me permettant d'approfondir les sujets. Ainsi, mon propre rythme change, tout comme mon niveau de stress, suivant l'environnement dans lequel je travaille. Et troisièmement, notre rapport au temps dépend de nos expériences de vie. Chacun et chacune de nous développe une vision personnelle du monde et des injonctions implicites vis-à-vis du temps. Ces croyances, qui sont ancrées dans notre histoire et notre éducation, influencent directement la manière dont nous vivons chaque moment. Si on prend un exemple, si depuis l'enfance vous avez l'habitude qu'on vous a dit de faire vite et de valoriser la performance, il est fort probable que cette quête d'efficacité devienne une seconde nature. Cette pression, qui est parfois invisible, elle s'installe en nous et elle façonne notre perception du temps. En résumé, donc, notre rapport au temps, c'est notre moment de vie, notre environnement et notre système de croyances. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut agir sur 2 de ces éléments et les résultats sont considérables. Alors je pense que vous vous en doutez, on ne peut pas changer la période de vie dans laquelle on est. D'ailleurs, si vous avez des enfants en bas âge, s'il vous plaît, continuez de vous en occuper, c'est important. Okay. Donc ça, on ne peut pas le changer. Par contre, on a totalement le pouvoir de faire évoluer notre vision du temps, mais aussi d'influencer à notre échelle notre environnement. Alors ça, je vais vous montrer comment faire, mais pas tout de suite. On va prendre le temps. On a d'abord des choses à comprendre avant de vous dire comment on peut agir concrètement. La première chose, c'est qu'on est nous-mêmes dans un environnement et dans une société. En fait, on est dans une société de l'accélération. On est dans une société où tout accélère sans cesse, que ce soit les communications, les technologies ou les rythmes sociaux. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Hartmut Rosa, qui est un philosophe et sociologue, qui nous explique que la société d'accélération, elle se caractérise par une augmentation du rythme de vie ou une sensation d'avoir moins de temps, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de technologies. Et ça, il y a 73% des personnes de l'étude qui le ressentent. Alors en vrai, Hartmut Rosa, il nous explique pourquoi il y a des sphères d'accélération, etc. J'aurais adoré vous en parler, mais on n'a pas le temps. Donc je vous inviterai à aller creuser le sujet si vous le souhaitez. Je voulais quand même vous partager la société d'accélération parce que nous, en tant qu'individus, on répond à ça. Et vous allez voir qu'on a créé 2 pièges dans lesquels on peut tomber et dans lesquels on peut sortir aussi. Parce que finalement, notre rapport au temps, je pense qu'il s'inscrit dans une démarche systémique, puisqu'il est influencé par nos interactions et les normes sociales qui nous entourent. Alors en une phrase, la systémie, c'est une approche qui considère comment différents éléments interfèrent entre eux et du coup vont se faire bouger les uns les autres, on va dire, pour former un tout. Et dans ce tout, nous avons collectivement créé un cercle vicieux du temps. Et oui, nous passons notre temps à essayer d'optimiser chaque minute, à éviter le gaspillage. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, perdre du temps ? Nous finissons par avoir la sensation que le temps nous échappe, que nous sommes en retard sur notre propre vie. C'est cette course, justement, qui nous enferme dans ce cercle vicieux. Et si on le regarde de plus près, on peut distinguer différentes catégories de personnes parce qu'on n'est pas tous pareils dans ce piège-là. Donc je vois 4 grandes catégories que je vais vous présenter
Et bien sûr, il existe des catégories hybrides, hein. Je fais des grandes catégories. Dans ce cercle vicieux, j'observe qu'il y a les personnes qui courent, mais pour qui ça va, il n'y a pas de problème, enfin, elles s'en accommodent, tout va très bien. Il y a également les personnes qui courent mais qui en souffrent, qui subissent sans parvenir à en sortir. C'est pas très agréable. Il y a les personnes qui en ont souffert mais qui ont réussi à s'en extraire, souvent après un burn-out. Et enfin, il y a les personnes qui ne sont jamais tombées dedans. Parce que oui, tout le monde ne tombe pas dans le piège. Certaines personnes l'évitent depuis toujours. Alors évidemment, je suis allée leur demander leurs secrets, que je vous dévoilerai à la fin de la conférence. Mais prenez un instant. Dans laquelle de ces catégories vous retrouvez-vous le plus ? Alors là, il n'y a pas d'application, c'est juste pour vous, hein. Je précise au cas où. Et surtout, demandez-vous, est-ce que cela vous convient vraiment ? Je me suis posé la question. Pour ma part, j'ai pas mal travaillé sur le sujet. Et moi, j'étais un peu dans la catégorie hybride, c'est que j'arrivais à en sortir, puis je retombe dedans par moment. Alors, je retombe moins dedans, parce que cette année, je suis moins fatiguée que Agile Grenoble de l'année dernière. C'est déjà pas mal. Oui, merci. Mais j'ai encore un peu de travail. Ce qui est génial avec cette keynote, c'est que maintenant, je sais quoi faire juste après. Encore un petit peu, parce que même si ça va mieux, même si j'ai réussi un peu à étaler les choses, et même si, du coup, j'ai refusé 3 keynotes et c'était très difficile, n'empêche qu'en un mois, j'ai donné une keynote sur le fait de réaliser ses rêves. La semaine dernière, pile aujourd'hui, je donnais un TEDx, et aujourd'hui, je suis avec vous. Donc en rythme soutenable, il y a encore un petit peu de travail quand même. Mais on réagit d'une deuxième manière. Ça, c'était le premier piège. Le deuxième, c'est de se donner l'illusion de gagner du temps. Le nombre de fois que j'entends « on va faire ça, on va gagner du temps », je ne sais pas exactement vraiment ce que ça veut dire gagner du temps, parce qu'on a 24 heures à chaque fois. En tout cas, on a créé un phénomène par rapport à ça. Et ce phénomène, c'est le multitasking. Nous avons trouvé des moyens d'accélérer artificiellement le temps. Alors ça va être en scrollant quand vous regardez votre série ou votre film. Ça va être en répondant à 3-4 personnes sur Teams en même temps que vous travaillez sur autre chose. Ça peut être aussi en répondant à des messages pendant cette keynote. D'ailleurs, dites-moi honnêtement, on est aux 2 tiers de la keynote. Là, vous pouvez aller sur l'appli. Dites-moi honnêtement, est-ce que vous avez réussi à écouter jusque-là sans distraction, sans répondre à quelqu'un, sans discuter avec votre voisin ou votre voisine? Et en plus, je ne suis pas très sympa, je vous mets sur une application, donc en plus, c'est tentant de regarder ces notifications. Eh oui, pas bien. Alors dites-moi, soyons honnêtes. Oh, c'est pas mal. Quand j'avais fait le test, j'avais 80% de non, hein. Et là, on a 54. Je suis touchée. Je suis touchée, merci. Mais quand même 54%. Et je suis persuadée que quand vous faites ça, vous avez la sensation d'être efficace et de gagner du temps. On a cette sensation. La réalité, c'est qu'en faisant du multitasking, on en perd. Et plus grave encore, cela nous épuise. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour ça. Plus nous le sollicitons, et plus nous faisons accélérer la sensation temporelle, plus les heures passent vite. Mais ça a un prix. Il y a un prix à payer à ça. Et je peux vous le partager parce que je ne fais pas exception, hein. Moi aussi, je fais plusieurs choses en même temps. Et bien sûr que j'ai la sensation d'être efficace. J'adore même passer d'un sujet à l'autre. Parfois, je peux être sur 5, voire 6 sujets différents et je ne vois pas les heures passer. Côté dopamine, c'est grisant. Mais à la fin de la journée, je suis fatiguée, stressée et incapable d'avoir des interactions de qualité. Voilà l'addition. Nous épuisons notre cerveau. Et pire, nous l'habituons à ce rythme effréné. À force de mettre toujours plus d'action dans le même laps de temps, nous renforçons directement cette sensation de pression temporelle. Alors que faire ?
comment créer une relation plus saine avec le temps? Parce que là, ce que je vous dis, c'est quand même pas très positif. Il y a quelque chose que je vais vous répéter plusieurs fois. On ne créera pas de rythme soutenable avec un cerveau épuisé. Alors commençons par là. Le besoin de notre cerveau. Depuis 2001, les neurologues étudient notre cerveau au repos. Et alors qu'on pensait qu'il ne s'y passait pas grand-chose, ils ont découvert des vagues d'énergie parcourant le cerveau toutes les 10 secondes. Ce phénomène a été nommé le réseau par défaut. Et les chercheurs pensent que cela permet à notre cerveau de maintenir sa santé cognitive. Et il n'y a pas que ça. On est capable de créer des nouveaux neurones. On est capable aussi d'évacuer les déchets de notre cerveau et c'est important. Notre corps, il a tout le réseau lymphatique. Le cerveau ne l'a pas. Par contre, il a été découvert qu'il le faisait quand même d'une autre manière. Et c'est ultra important parce que ça a été mis en corrélation avec des maladies comme Alzheimer ou certaines dépressions. Et oui. N'oublions pas que notre cerveau gère toutes les capacités vitales de notre corps. C'est important. Quels sont les 2 ingrédients pour pouvoir mettre ça en place? Parce que le réseau par défaut, il ne marche pas quand on est en train de faire une action. Les 2 ingrédients sont le silence et les temps de pause. C'est pas facile de prendre des pauses dans une société qui nous tient constamment occupés. Est-ce que vous savez vraiment prendre des temps de pause? Des temps à rien faire? Pas écouter de la musique, pas lire. Un vrai temps de pause. Juste à regarder un paysage ou à rêvasser dans sa tête. Vous pouvez retourner sur l'application. Est-ce que vous savez la dernière fois où vous avez pris un vrai moment de pause? Sans distraction. Alors, je vois que des personnes le font, c'est très bien. Je vous félicite. On a quand même un 40% qui le font quand même régulièrement. Alors, on peut voir ce que c'est régulièrement et est-ce que c'est suffisant. Pas facile, hein? On est descendu en fait, on est à 35% maintenant. J'ai rien dit. Okay. 13% pour qui c'est presque impossible de s'arrêter. C'est pas facile de prendre des temps de pause. Alors je vais répéter une fois ma phrase de tout à l'heure. Nous ne créerons pas des rythmes soutenables avec des cerveaux épuisés. Il est urgent de réintroduire du vide dans nos journées. Du vide, ça veut dire ralentir. On va le faire ensemble. On va ralentir un peu notre respiration. Et au milieu de cette keynote, on va faire un temps de pause. Posez vos téléphones, plus distraction. On va prendre 20 secondes. 20 secondes de rien. S'il vous plaît. Ça va? Vous avez survécu? Pas facile de se retrouver face à soi-même. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Vous venez de répondre à l'un de vos besoins de votre cerveau. Et je le fais maintenant, parce que là, j'ai besoin de toute votre attention. On passe à la dernière partie, au moment des actions. Donc là, j'ai besoin que votre cerveau, il fonctionne. C'est ça que ça veut dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Hartmut Rosa. Et il y avait plein de choses que j'avais envie de vous dire. Il y a quand même un élément que je n'ai pas réussi à supprimer de cette keynote. C'est les sphères de décélération. Parce que oui, il nous parle d'accélération, mais il nous dit qu'on peut aussi ralentir. Et il y a plusieurs sphères de décélération. Il y a celles qu'on ne veut pas, mais je vous le dis quand même. Il voit ça comme des conséquences dysfonctionnelles. Ça veut dire qu'il y a tellement d'accélération que paf, ça s'arrête. Alors ça, on le voit typiquement, quand vous voulez prendre l'autoroute pour gagner du temps,
et qu'on est plein à le faire et qu'on veut aller trop vite, il y a un bouchon. D'un coup, on est à l'arrêt. C'est pas ce qu'on voulait. Et Hartmut Rosa, il nous dit aussi qu'il y a des études qui montrent que certaines dépressions et les burn-out sont liées à une forme de décélération subie de notre esprit parce qu'il n'a pas supporté la constante accélération. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'il montre aussi qu'il y a des décélérations intentionnelles. Ça, il le voit dans des groupes qui ont fait des choix, mais il l'exprime aussi dans les organisations de travail. Donc c'est possible. Et c'est ce qu'on va faire. Et comment on va le faire? Si vous avez bien suivi, on va s'appuyer sur les 2 leviers que je vous ai dit tout à l'heure. Notre vision du temps et notre environnement. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur les environnements de travail. Et pour moi, l'un ne doit pas attendre l'autre. On l'a dit tout à l'heure, c'est systémique. Et en fait, je pense que si nous avons un rapport au temps qui est dysfonctionnel pour nous, même si vous allez dans une organisation où ça fonctionne bien, vous pouvez quand même vous mettre en difficulté. Et inversement, si vous avez un rapport au temps qui est sain pour vous, si vous allez dans un organisme qui vous presse et qui vous entraîne dedans, ça vous mettra en difficulté aussi. Et si vous avez les 2 en même temps, je vous souhaite bien du courage. Donc, dans les actions que je vais vous donner, il y aura certaines actions qui seront au niveau individuel, enfin personnel, et d'autres qui sont au niveau organisationnel, et certaines sont les 2. C'est fait exprès. Mais on va quand même commencer par vous. Je vous invite vraiment à faire l'exercice individuellement de vous questionner sur votre propre rapport au temps. Alors, pas là tout de suite, honnêtement, il faudrait prendre au moins 1 heure, mais essayez un jour de prendre ce temps. De prendre ce temps pour vous, de vous poser, prenez de quoi écrire, que ce soit sur ordinateur déconnecté ou des feuilles, mais questionnez-vous, demandez-vous, qu'est-ce qui vous convient ou vous pèse aujourd'hui? Quel serait votre rythme idéal? L'idée derrière, c'est de comprendre votre fonctionnement, de comprendre vos besoins et surtout, identifier vos limites. C'est justement l'un des secrets des 9% de l'étude qui ne courent jamais après le temps au travail. Respecter ses limites. Encore faut-il les connaître. C'est pour ça que je vous invite à faire cet exercice, à vous connaître votre fonctionnement, votre rythme, vos limites. Mais une fois que vous savez ça, c'est bien gentil. Mais si ça ne suit pas dans les organisations, ça ne va pas vous aider. Donc justement, j'arrive au niveau des organisations. Pour que chacun et chacune puisse avoir son propre rythme, je pense que ça passe par la flexibilité. Et c'est le 2e secret des 9% de l'étude, la flexibilité. Alors, ça peut être avec le télétravail, avec les horaires adaptables, les congés limités ou même la semaine de 4 jours. Oui, vous savez que j'aime la semaine de 4 jours. Je le vis et c'est génial. Mais il y a plein de manières de faire. Par contre, je dois vous mettre en garde. Et j'ai eu cette question à Agile Grenoble, pile l'année dernière, la personne se reconnaîtra. C'est que même si on met des cadres flexibles, ce ne sera qu'un pansement si cela implique encore plus de choses à faire. Ça va tenir pendant un temps, mais si vous continuez à être dans les 2 pièges qu'on a vus, vous allez finir par ressentir la même chose. Et du coup, il y a une autre chose à faire du côté des organisations, à compléter avec la flexibilité. C'est d'interroger la culture. Quelles sont les dynamiques qui sont mises en place, de manière consciente ou inconsciente, par l'organisation? Donc de comprendre quel rythme est induit par celle-ci. Quelles sont les croyances associées? Par exemple, comprendre que faire plusieurs choses à la fois n'est pas forcément signe d'efficacité. Je pense que les entreprises peuvent et doivent faire évoluer leur propre fonctionnement. Et ça peut se faire assez facilement. Il y a des ateliers, vraiment, qui peuvent être faits, comme des cartographies des rythmes de travail, des exercices de déconstruction des croyances de l'organisation. C'est pas si compliqué. Bon, après, il faut mettre en place, évidemment. Et il y a un dernier axe, je pense que vous l'avez deviné, c'est celui de créer des moments de vide. Alors les moments de vide, ils sont autant d'un point de vue organisationnel que dans nos vies personnelles. Au niveau des organisations, c'est vraiment de créer du vide dans les agendas. Ça va être du temps pour prendre de vraies pauses, comme aller marcher en silence ou faire une sieste. Du temps pour
créer des liens, que ce soit à la machine à café ou pour être humainement plus disponible, surtout si vous êtes manager. Mais aussi pour la prise de décision ou tout simplement pour ne rien faire. C'est justement dans ces moments-là que nous viennent nos meilleures idées. Et oui, les bonnes idées ne nous viennent pas que sous la douche. Il suffit de créer l'espace. Et individuellement, je vous invite aussi à recréer du vide dans votre vie. D'une part du vide, mais aussi à avoir du temps personnel. Et attention, on a tendance à confondre notre temps personnel avec par exemple le temps familial. Le temps personnel, c'est vraiment celui qui n'appartient qu'à nous. On en fait ce qu'on veut. Personne ne nous attend derrière. Et ça, moi, ce qui m'a marqué dans l'étude, c'est que seulement 1 personne sur 3 affirme avoir du temps pour elle-même plus d'une fois par semaine. Ça ne vous interpelle pas? Avoir du temps pour soi 1 ou 2 fois le week-end, personnellement, je trouve ça insuffisant. Et je ne suis pas la seule, parce qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur 35 000 personnes qui a montré qu'on avait besoin de 3h30 par jour de temps personnel. Par jour. Merci. Si vous voulez. Alors, je vous entends déjà, vous allez dire « Oui, mais si on a trop de temps personnel, ça fait trop, c'est pas bien, etc. » Alors, vous inquiétez pas, l'étude y a fait attention, c'est 5 heures. Voilà, 5 heures. Au-dessus de 5 heures, on recommence à retrouver du mal-être, en tout cas le bien-être diminue. Donc, en dessous de 3h30, notre bien-être diminue. Au-dessus de 5 heures, notre bien-être diminue. En tout cas, on a besoin de temps personnel tous les jours. Et donc, pour ça, je vous invite déjà à faire un exercice. Alors, je suis sûre que vous allez croire que c'est simple. C'est pas si simple. Mais faites le test. Prendre 5 minutes de vide. 5 minutes sans distraction, juste à rêver. Vous pouvez, par exemple, vous reconnecter à vos sens, la respiration, toucher, machin. 5 minutes. Comme ça, je pense que ça vous paraît simple, mais faites le test. Vous allez voir que c'est pas si facile. Mais croyez-moi, avec un peu d'exercice, ces 5 minutes feront toute la différence. Et donc, je vous invite à créer un petit peu vos routines de temps pour vous. Je vais vous partager la mienne. Moi, avant, je faisais de la méditation, du yoga, tout ça, j'ai tout perdu, j'y arrivais plus. Ce qui m'a aidé personnellement, c'est la cohérence cardiaque. Après, chaque personne a sa manière de faire. Donc, c'est des inspirations 5 secondes, expirer 5 secondes. Je le fais tous les matins au réveil depuis 4 ans. Et personnellement, j'ai un trouble anxieux. Avant, j'avais des pics de stress en me réveillant. Et j'avais des très fortes douleurs, et ce depuis le collège. Donc, ça date. Je n'ai plus jamais ça. Et ça me fait un signal d'alerte. Quand j'arrête de faire ma cohérence cardiaque le matin, c'est que je suis en train de sacrifier mon bien-être. Donc ça me fait un petit signal. Et puis honnêtement, 5 minutes de plus au chaud, moi j'aime bien. Donc je vous invite vraiment à faire tout ça. Mais revenons dans l'ici et maintenant. Maintenant. Vous savez comment fonctionne votre rapport au temps. Vous savez identifier les pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Et vous savez comment agir concrètement. Collectivement, nous pouvons transformer ces cercles vicieux en cercles vertueux. Je suis convaincue qu'un rapport serein au temps impacte bien au-delà de notre quotidien, puisqu'il influence directement notre bien-être psychologique. Imaginez des entreprises sans interaction toxique parce que les gens se sentent bien. Ensemble, nous pouvons créer des rythmes soutenables. Alors il est temps. Il est temps d'arrêter de confondre surcharge et réussite. Il est temps d'arrêter de faire de la culpabilité une associée du repos. Ensemble, reprenons ce pouvoir simple. Ralentir. Merci. Attendez, je prends une photo avec vous. Waouh! Merci. Alors, j'ai un petit truc. Ah ouais.
Merci à vous. Alors, je ne sais pas du tout le timing qui me reste. Si vous voulez aller plus loin, il y a des éléments là. Si vous voulez donner du feedback, vous pouvez le faire sur l'application directement ou ici. Et je ne sais pas du tout s'il nous reste 1 minute pour les questions. Pardon. Ça, je pourrais vous le renvoyer si vous voulez, n'hésitez pas. Mais oui, prenez une photo. Vous avez Hartmut Rosa, évidemment. Et voilà, ici, vous avez le QR code pour faire des feedbacks. Vous pouvez directement dans l'application. Et vous pouvez me demander, vous pouvez laisser votre mail si vous voulez, je vous envoie les slides, il n'y a aucun problème. Paresse pour tous, il est génial, c'est un roman, je vous invite à le lire, il est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. De quoi? Encore avant? Ah, pardon. En tout cas, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu.